And I wasn't really frightened of anything, nor did I have any feeling that I couldn't do what I wanted to set about to do. Gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescente. La création de la légendaire Ford GT40, c'est avant tout une histoire de vengeance. Et on doit bien plus sa création à Enzo Ferrari qu'à Henry Ford. Je vous emmène sur les traces d'une histoire légendaire, celle de la rivalité entre deux marques, mais avant tout entre deux hommes. Nous sommes en 1957, et Ford est avant tout une marque automobile qui propose des véhicules fiables, confortables et destinés à monsieur et madame tout le monde. Techniquement, les marques américaines ne peuvent pas produire de véhicules de course. La AMA, un consortium de marques américaines, avait interdit aux constructeurs de participer aux courses automobiles. Car dans les années 50 à 60, les accidents mortels étaient quotidiens. Les voitures n'avaient aucun élément de sécurité, même pas de ceinture pour la plupart, et les circuits eux-mêmes n'avaient aucun élément de sécurité. Par conséquent, Ford s'était totalement retiré de la course automobile. Pourtant, en coulisses, ses concurrents russes pour investir dans la course automobile, en passant par des sous-traitants par exemple. Dans le plus grand secret, General Motors créera la Corvette, une voiture qui participe à de nombreuses courses américaines les week-ends. Comme le dit l'adage, qui gagne le dimanche, vend le lundi. Et c'est une réalité puisque General Motors avait 60% des ventes dans le domaine de la performance et par conséquent avait diminué les ventes de Ford de 15%. Henry Ford, deuxième du nom, n'est pas du genre à se laisser faire et il va annoncer publiquement que Ford reparticipera aux courses automobiles. Et il a une judicieuse idée. Au sein du vieux continent, une marque italienne au cheval cabré gagne toutes les courses sur lesquelles elle se présente, y compris la plus prestigieuse course d'endurance, les 24 heures du Mans. Enzo Ferrari ne voulait pas vendre de véhicules sur le marché afin de rester totalement dans la course automobile, et par conséquent les bénéfices des sponsors et des courses couvraient à peine les dépenses de la Scuderia Ferrari. N'ayant plus le choix, il fit importer des Ferrari sur le continent américain à de riches particuliers pour survivre. C'est donc l'occasion parfaite pour Henry Ford II de racheter Ferrari. Il posséderait ainsi des véhicules déjà étudiés et très sophistiqués pour s'immiscer dans la course automobile. De plus, Enzo Ferrari n'est pas réticent à l'idée de vendre. C'est en 1963 que Ford et Ferrari établissent les bases d'un contrat à 15 millions de dollars après de longues négociations. Seulement voilà, alors que Henry Ford pense l'acquisition de Ferrari déjà actée et se réjouit de la situation, Enzo Ferrari met le doigt sur une clause qu'il n'entend pas laisser passer. En effet, Ford aurait le contrôle total sur les courses et ce même si Enzo Ferrari serait à la tête de la direction course. Ils auraient un droit de veto sur les voitures qui y participeraient, les sponsors, les pilotes, etc. Ainsi qu'une interdiction à la participation des 500 miles d'Indianapolis. Et Enzo Ferrari, lui, voulait le contrôle total dans la partie course sans restriction aucune. Sans vraiment en discuter, Enzo Ferrari mettra un terme au contrat. Il signera au final un contrat avec Fiat qui lui apportera un soutien, en particulier financier. Henry Ford va très mal prendre ce revirement de situation et c'est à ce moment que tout commence. Ford créera le département Ford Véhicules Perfectionnés dans la foulée et recrutera les meilleurs pilotes et ingénieurs disponibles. Déterminé à écraser Ferrari sur son propre terrain, Henry Ford ne fixera aucune limite de budget, néanmoins une limite de temps. Puisque l'équipe réunie pour le projet n'a que 90 jours pour présenter une voiture aux 12 heures de Sebring,
dans le but de battre Ferrari et d'être prêt pour Le Mans. Le choix des courses d'endurance est simple, c'est la plus regardée et la plus compliquée à l'époque. Il faut des véhicules performants mais surtout fiables, capables de tourner 24 heures sans arrêt à toute vitesse. C'est un défi mécanique colossal et Ford est bien décidé à rejoindre la partie. On se retrouve donc avec deux constructeurs diamétralement opposés, prêts à en découdre dans un souci d'ego. D'un côté, le géant américain Ford qui pèse des millions et qui entre dans la course automobile pour vendre des voitures communes. De l'autre, la Scuderia Ferrari, un petit constructeur italien qui ne veut pas vendre de véhicules communs, mais qui enchaîne les victoires et s'impose tout particulièrement au Mans. La conception de la Ford GT40. Henry Ford contacte un constructeur britannique, Lola, qui dispose d'un prototype ayant déjà participé au Mans avec la Lola GT Mark VI. Elle possède un moteur Ford en centrale arrière, un bon V8 de 400 chevaux et 46,2 Nm de couple. La voiture n'est ni plus ni moins qu'une Formule 1 avec une coque en fibre de verre. Ford, qui a participé à l'intégration du moteur, en achète deux châssis. On prend donc cette base et on la renomme Ford GT40, le 40 représentant la hauteur de la voiture, 40 pouces. Elle est ensuite retravaillée par les ingénieurs Ford. Châssis unique en fibre de verre, des pièces en magnésium, tout était pensé et designé pour la course. La voiture propulsée par un V8 de 4,7 litres est très basse et très large, ce qui la rend unique. La Ford GT40 Mark I est née. Ford avait beaucoup d'espoir et avait fait de nombreuses publicités pour sa participation au Mans avec les nouvelles Ford GT40 en 1964. Built to challenge the supremacy of such world champions as Ferrari, Maserati, Jaguar. Lors de la course, les Ford sont extrêmement rapides. Mais dans une course d'endurance, les moteurs et les freins sont mis à rude épreuve et Richard Atwood ne tarde pas à avoir un premier problème. Sur la grande ligne droite, une durite de carburant se détache, la voiture s'arrête et prend immédiatement feu. La première des trois Ford GT40 en lice ne terminera pas la course. À la 11e heure, la Ford de Richie Ginter doit abandonner pour des problèmes mécaniques. Il ne reste plus que la Ford du légendaire Bruce McLaren qui est extrêmement rapide et domine la course. Mais à la 13e heure, ils doivent également abandonner pour des problèmes mécaniques. La voiture était certes très rapide, plus rapide que les Ferrari, mais elle n'était pas assez fiable pour tenir 24 heures dans de telles conditions. Pour Henry Ford, c'est la douche froide. Les Ferrari dominent le podium, premier, deuxième et troisième. Il est extrêmement déçu, il avait besoin de quelqu'un qui en sait long sur les 24 heures du Mans. Peut-être même quelqu'un qui avait déjà battu Ferrari au Mans. Et cet homme, c'est Carroll Shelby. Pilote de génie dès son plus jeune âge, il enchaîne les victoires dont Le Mans en 1959. De plus, il est en rivalité avec Enzo Ferrari depuis la fin des années 50, depuis qu'il avait refusé à Ferrari de piloter pour eux. Il préférait rester chez Aston Martin à cause de la politique interne très spéciale de Ferrari. Pour couronner le tout, Carroll Shelby rêvait depuis son plus jeune âge de construire sa propre voiture de course avec un V8 américain. Il avait la Shelby Company, entouré de sa troupe d'amis passionnés venus des quatre coins du monde. Il était au bon endroit, au bon moment. Phil Remington, ingénieur en chef, et Carroll Shelby sont deux noms légendaires dans le monde de la course. En 63, après la création de la première AC Cobra, Carroll Shelby se débarrasse assez facilement de la domination des corvettes. En 64, il crée la Cobra Daytona en seulement 90 jours et gagne Le Mans dans la catégorie GT. Henry Ford voit en lui la solution idéale pour battre Ferrari et l'engage pour l'aider à développer sa Ford GT40. Dans ce but, Phil Remington et Carroll Shelby se mirent au travail pour régler les problèmes de surchauffe de la GT40. Quant aux freins, ils sont reconçus entièrement. La géométrie des suspensions est réétudiée, les roues à bâton changées et un moteur de 7 litres qui développe 485 chevaux est équipé. C'est le début de la Ford GT40 Mark II. Ils firent le maximum pour être prêts à temps pour Daytona en 1965. Ils avaient également fait appel à Ken Miles, un pilote de renom, afin de tester la voiture. Et lors du test, ils n'étaient pas convaincus par les performances de la voiture dans les virages.
Il demande à Hamilton des améliorations et après avoir durci les suspensions et fait quelques changements, la voiture allait de mieux en mieux. La course va être lancée. La nouvelle Ford GT40 Mark II est prête pour son baptême du feu. Après seulement 2 mois dans les mains de l'équipe de Carroll Shelby. La Ford GT40 s'envole loin devant ses concurrents, y compris les Ferrari, et gagne la course. C'est une première victoire pour Shelby au sein de Ford. La prochaine course sont les 12 heures de Sebring, où Ferrari se retire de la course en signe de protestation. Ce jour-là, une pluie diluvienne s'abat sur la piste qui est complètement inondée. Mais la course continue malgré des conditions abominables et la Ford GT40 de Shelby s'impose encore une fois. Il ne manque plus que les 24 heures du Mans, la course tant redoutée. Pour la première fois depuis des années, l'opinion publique commence à se dire que Ferrari ne gagnera peut-être pas au Mans. Pour Ford, l'objectif est simple, battre Ferrari. 1965 est une année charnière dans la course d'endurance. De plus en plus de spectateurs sont présents, les voitures sont de plus en plus performantes, avec les premiers budgets qui explosent notamment pour Ford, qui est favori pour la course. Mais Ferrari ne s'est pas reposé sur ses acquis et compte bien s'imposer devant Ford. La nuit précédant la course, Ford a donné l'ordre à Shelby de changer les moteurs. Au départ de la course, les Ford GT40 Mark II de 7 litres de cylindrée pilotés par Bruce McLaren et Chris Hammond s'imposent avec un rythme infernal pour les Ferrari. Malgré une vitesse supérieure aux Ferrari, les Ford ne tardent pas à avoir des problèmes mécaniques, notamment dus au changement des moteurs fait la nuit précédant la course. Même si les moteurs de 4 litres de Ferrari avaient du mal à rivaliser en termes de puissance, les moteurs étaient très sophistiqués et fiables. Après seulement un tiers de la course, toutes les Ford étaient en panne et Ferrari s'empara de la victoire une fois de plus. La décision de Ford de demander à Shelby de changer des moteurs la veille de la course fut un désastre. Sans cette décision, peut-être que les Ford auraient gagné la course. Seul un prototype de Ferrari finit la course en 1965, mais c'est suffisant. Une fois de plus, Ferrari gagne face aux géants américains et enfonce le clou en gagnant la classe GT également. Un coup dur qui fit douter Henry Ford sur son implication en course d'endurance qui lui coûtait des millions de dollars. Il se sentait humilié et il était vraiment contrarié par cette nouvelle défaite. Pour Henry Ford, la défaite n'était plus une option et déterminé à se venger, il resta impliqué dans le développement de la Ford GT40. Mais de gros changements furent faits dans l'entreprise et de nombreuses personnes perdirent leur emploi. La Ford GT40 Mark II. Le moteur FE427 est équipé dans les voitures et développé spécifiquement pour le Mans. Le moteur est si monstrueux qu'il ne tourne qu'à 6400 tours minute à 350 km/h sans difficulté, ce qui le rendait fiable. Leur seul problème restait les freins, en particulier après la longue ligne droite du Mans, la voiture était à 350 km/h et le freinage avant le virage faisait passer les freins de 0 à 650 degrés à chaque tour. Et à cette époque, aucun matériau ne pouvait supporter ça, alors Shelby a eu une idée et a développé un moyen de changer les disques et tout le système de frein lors d'un arrêt au stand. Après avoir fait une bulle au-dessus du toit pour que leur pilote Dan Gunny puisse entrer dans la voiture avec un casque, les voitures étaient prêtes. Nous sommes en 1966 pour les 24 heures du Daytona Continental avec 5 Ford GT40 Mark II et des pilotes comme Ken Miles et Dan Gunny. Ils mèneront la course du début à la fin, laissant les Ferrari loin derrière, et offrant ainsi un podium complet à Ford. Pour les 12 heures de Sebring, la tactique est de mettre Dan Gunny comme lapin, le but est de pousser la voiture à aller très vite, forçant les concurrents à faire de même et à détruire leur véhicule. Les Ford dominent, mais la voiture de Dan lâche au dernier tour. Ayant une avance monstrueuse sur les autres, il décide de pousser la voiture sur les derniers 500 mètres. Mais au lieu de terminer deuxième, il fut disqualifié pour avoir poussé sa voiture. Malgré cet incident, Ken Miles termine premier et Ford obtient une fois de plus la victoire avec un podium complet. Maintenant, il est temps d'aller chercher la victoire au Mans. Sur place, l'équipe Ford se sentait bien plus en confiance que les années précédentes. Lors des tests, il s'est mis à pleuvoir. Ken Miles était un excellent pilote sous la pluie, il savait que les conditions n'étaient pas idéales pour faire un chrono. Il n'était pas nécessaire de pousser les voitures à leurs limites. Il savait qu'elles pouvaient gagner. Malgré ses recommandations, le pilote Walter Hansen a poussé sa voiture au-delà des limites et fit une sortie de route mortelle.
La course allait donc donner le départ sous le deuil des pilotes Ford. Néanmoins, perdre un pilote au Mans à cette époque n'était pas rare et la course allait être lancée. Sur la grille de départ, pas moins de 8 Ford GT40 Mark II étaient présentes contre 7 des Ferrari. L'épreuve de force est lancée. Peu avant la course, le pilote de Ferrari John Surtees, un des plus grands pilotes de sa génération, ne prendra pas place dans sa voiture. La raison à cela est purement politique car le neveu de M. Agnelli, le dirigeant de Fiat, voulait prendre place pour la course. Et Surtees n'était pas italien. La course va commencer. Henry Ford donne ses dernières indications aux pilotes, celle de mettre leur ceinture de sécurité. Le coup d'envoi est lancé. Les 20 premiers tours étaient incroyables. Ken Miles, le lapin de course, allait à toute vitesse après seulement quelques heures. Il était deuxième derrière Dan. Le rythme donné est si rapide que les autres concurrents doivent pousser leur voiture dans la limite du raisonnable. Mais les Ford souffraient également de ce rythme effréné et après 6 heures, 2 GT40 avaient dû abandonner ainsi que 2 Ferrari. 3 Ford sont en tête, suivis de près par une Ferrari. À la 11e heure, la voiture leaduse, pilotée par Dan Gunny, tombe en panne suite à un joint de culasse. Malgré tout, Ferrari perdait peu à peu du terrain et les pilotes Ford faisaient un travail remarquable. Quelques heures avant la fin de la course, Ken Miles, le vainqueur des 2 précédentes courses d'endurance, était en tête et creusait l'écart. Il allait le faire, il allait gagner les 3 courses d'endurance la même année, c'était inédit. Mais Henry Ford voulait un gros coup de pub et il voulait que les 3 Ford arrivent en même temps sur la ligne d'arrivée. Alors, il demande à Ken Miles de ralentir. Celui-ci, très en colère, répondit qu'il avait 3 tours d'avance, pourquoi ralentir? Au final, après négociation avec les officiels, il a ralenti pour que Bruce McLaren puisse le rattraper, ce qu'il fit. C'est donc 3 Ford GT40 qui arrivent sur la ligne d'arrivée en même temps. Après une victoire écrasante sur Ferrari, la détermination d'Henry Ford avait enfin payé. Malgré la joie générale de cette victoire écrasante, la FIA annonce que la voiture partie le plus loin au départ, donc Bruce McLaren, était vainqueur de la course, ce qui enleva l'opportunité des 3 victoires à Ken Miles, alors qu'il avait largement dominé la course. Ce qui fut politiquement un énorme coup de pub pour Ford enleva la victoire à Ken Miles. Malgré cet incident, la victoire de Ford est irréfutable et leur travail acharné pour aboutir à une voiture unique a payé. Après cette défaite, Ferrari n'entend pas se laisser faire et améliore la P3 avec un nouveau moteur, une conception différente, bien plus puissante, et crée la P4. Quant à Carroll Shelby, Phil Remington et leurs équipes, ils améliorent encore la Mark II en Mark IIB. Henry Ford voulait s'assurer que les gens ne pensent pas que cette victoire était un coup de chance et comptait réitérer l'exploit. En développant un autre prototype de voiture, la J-Car, lors de la phase de test à Riverside, leur plus grand pilote, Ken Miles, perdit la vie suite à un problème survenu à 290 km/h. En 1967, tous les concurrents évoluent leur voiture. Ford devient la cible à abattre et Ferrari n'entend pas se laisser battre une deuxième fois sur son terrain. À Daytona, seule une Ford GT40 passe la ligne sur les 6 en début de course. Ferrari obtient sa revanche, la P4 gagne les 24 heures de Daytona avec un podium complet. Face à cette défaite, Ford réagit très vite. Phil Remington prend la carrosserie de la J-Car, la place en soufflerie et la découpe afin de l'améliorer. Il crée la Mark IV. La voiture était un pur produit des États-Unis, plus aucune pièce n'était importée, tout était créé par Ford. C'est donc avec cette nouvelle version qu'il arrive aux 12 heures de Sebring et qu'il remporte la victoire. C'est maintenant au Mans qu'il faudra montrer au monde et à Ferrari que 1966 n'était pas un coup de chance et réitérer l'exploit. Après une course acharnée, même si les Ford dominent, elles tombent en panne les unes après les autres. Ferrari perd également des voitures. Il ne reste qu'une Ford et elle est en tête. Et elle le restera jusqu'à la fin. La course était dingue, les spectateurs acclamaient les vainqueurs, une ambiance électrisante avait pris place, et sur le podium, on offrit la traditionnelle bouteille de champagne aux vainqueurs. Et Dan Gunny fit quelque chose qui marqua les esprits à jamais, et qui est aujourd'hui devenu un rituel dans les courses automobiles. Il secoua le champagne et le fit jaillir sur la foule pour célébrer sa victoire. Ford gagna Le Mans en 68 et en 69 également. L'arrivée de Ford et le duel contre Ferrari fit passer les courses d'endurance dans une nouvelle ère. Avec des budgets énormes, des voitures étudiées spécialement pour la course d'endurance. La Ford GT40 fut créée pour gagner et mérite amplement
son titre de légende. « 50 ans plus tard, en 2016, Ford refait surface au Mans avec une nouvelle Ford GT pour affronter Ferrari et prendre une nouvelle fois place sur le podium. Cette nouvelle Ford GT est une fois de plus une merveille tant pour les yeux que sous le capot. Salut les passionnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Vous êtes bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, alors merci beaucoup. Mon objectif ce serait d'atteindre 5000 abonnés d'ici la fin de l'année, alors n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci pour tout et n'hésitez pas à me faire vos retours. Ciao.